C'est en octobre 1866, dans la région de Sorel, que Modeste Villebrun, dit Provencher, se balade en calèche et rencontre par un heureux hasard sa voisine Sophie Boisclair. Mais les témoignages qui suivent ont laissé entendre assez clairement qu'ils ont laissé tomber la calèche de l'un ou l'autre pour monter ensemble et faire un bout de chemin ensemble pour se rendre dans la région de Richmond. Mais dans une auberge, ils ont été aussi aperçus, ils auraient passé la nuit dans la même chambre, comme des témoins l'ont plus tard expliqué lors du procès. Ce qu'il y a de particulier, c'est que peu de temps après ce voyage, donc on soupçonne que les deux étaient des amants, peu de temps après, la femme de M. Provencher décède dans des circonstances étranges, mais par contre, il n'y aura jamais de poursuite contre lui. Et à la mort de sa femme, on ne connaît pas tous les détails évidemment, mais il est allé vivre chez sa voisine, qui était sa maîtresse aussi, et avec le mari de celle-ci, qui s'appelait un dénommé Jutras. Et peu de temps après, en décembre, à la fin décembre 1866, Jutras est retrouvé mort après des souffrances atroces. Et selon l'enquête qui a été faite par la suite, on a découvert qu'il aurait été empoisonné à la strychnine. Évidemment, les deux amants sont rapidement accusés et leur procès s'ouvre le 22 mars 1867 à Sorel devant le juge Thomas Jean-Jacques Loranger. Les faits principaux sont exposés lors du procès pour présenter la preuve selon laquelle les deux accusés étaient des amants et tout ça. Ce que j'ai constaté, moi, c'est une question qui ne semble pas avoir été posée à l'époque, à savoir pour l'étude des viscères, pour savoir si la victime était réellement morte par empoisonnement. Il y a plusieurs jours qui se sont écoulés entre l'autopsie et l'examen des viscères, justement. Et il semble que personne n'ait posé la question à savoir si la putréfaction aurait pu, par exemple, affecter les tests d'analyse. Selon la défense, évidemment, on prétend que c'est Jutras qui avait envoyé sa femme à Sorel lors du fameux voyage où il y aurait une nuit, la fameuse nuit à cette auberge aussi. Donc, le premier procès se termine c'est-à-dire le 6 avril 1867. Après 5 minutes de délibération, M. Provencher est déclaré coupable. Peu de temps après, c'est-à-dire 2 jours plus tard seulement, là, c'est le procès de Sophie Boisclair. Et c'est la même chose. Elle est déclarée coupable, elle aussi. Mais comme une histoire qui nous rappelle évidemment celle de Marianne Hood, la fameuse marâtre dans l'affaire de la petite Aurore, qui s'est passée en 1920, donc une cinquantaine d'années plus tard. Ce qui est similaire ici, c'est qu'au moment du verdict, Sophie Provencher a déclaré être enceinte. Elle aurait dit, dans ces mots, « Monsieur, je ne veux pas que la sentence de mort soit prononcée à cette heure. Parce que je suis enceinte, je ne suis pas coupable. J'ai été accusée à tort. » Évidemment, la justice ne l'a pas cru là-dessus. Mais par contre, le fait qu'elle était enceinte a permis de déclarer la clémence de la Cour. Et sa condamnation à la peine de mort sera plus tard commuée en peine d'emprisonnement à vie. Et le 3 mai 1867, donc un peu plus d'un an plus tard, Provencher est pendu à la prison de Sorel. Selon ce que le shérif a déclaré plus tard, Provencher, à l'intérieur de la prison, c'est-à-dire peu de temps avant sa pendaison, aurait avoué sa culpabilité. Et ce qu'il y a de particulier aussi dans cette histoire, c'est qu'il aurait laissé un message à Sophie Boisclair, un message écrit avant de mourir, mais on a attendu avant que tout soit réglé dans son cas, là, avant de le diffuser. Si on veut. Et puis, la veille de sa pendaison, elle aurait manifesté le désir de le voir au moins une dernière fois, mais par contre, c'est Provencher qui aurait refusé de la voir. Finalement, cette histoire se termine en février, se termine en tout cas pour les annales judiciaires, le 12 février 1868, c'est-à-dire au moment que Sophie Boisclair est transférée au pénitencier de Kingston.
Et les archives m'ont pas permis de savoir à quelle date elle a été libérée, ni les recherches dans les journaux. Mais par contre, un détail dans le dossier judiciaire que j'ai consulté à Ottawa dans cette affaire-là, c'est que, bon, c'est sûr qu'elle n'a pas été libérée avant 1886. C'est la date, la dernière date à laquelle elle faisait encore une demande pour être libérée. Donc, au moins à cette date-là, elle était encore en prison.